Moi, mon nom, c'est Alexandre Gagnon. Je suis membre du conseil exécutif de La Planète s'invite à l'Université de Montréal, étudiant en philosophie à l'Université de Montréal. Donc, je pense que c'est ce qui est plus important à savoir pour l'entrevue. Donc, qu'est-ce que le mouvement La Planète s'invite à l'Université? Oui, dans le fond, La Planète s'invite à l'université. C'est un mouvement étudiant qui est parti de l'Université de Montréal, qui s'est étendu à l'ensemble de la population étudiante au Québec, qui rassemble à ce jour, on est le 11 mars, plus de 75 000 étudiants et étudiantes. Puis dans le fond, on s'inscrit dans une démarche mondiale partie par la jeune Greta Thunberg en Suède, qui a incité les étudiants et étudiantes partout à travers le monde, en fait les jeunes et les jeunes de partout à travers le monde, pas juste les étudiants, à se mobiliser pour faire pression sur les différents gouvernements un peu partout et toute institution décisionnelle qui ont un rapport dans le réchauffement climatique, dans l'exploitation des énergies fossiles et dans toute forme de dégradation de l'environnement. Quel est ton lien avec le mouvement? Comment l'as-tu joint? Moi, je suis membre du conseil exécutif de l'Université de Montréal, donc La Planète s'invite à l'Université de Montréal, la branche de l'UDM. Je suis membre du comité de recherche, donc moi, mon rôle, c'est d'essayer de voir un peu à long terme quel va être le rôle de La Planète s'invite à l'université, de voir quels seront un peu nos combats, quelles seront les discussions qu'on veut apporter. Mais honnêtement, pour l'instant, avant le 15 mars, ma job, c'est surtout faire la mobilisation, mobiliser les gens, parce que c'est ce qui est primordial pour la manifestation du 15 mars. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment ça. Mais comme le projet ne s'arrête pas le 15 mars, mais continue jusqu'à l'automne prochain et probablement au-delà de ça, il y a un énorme travail de recherche pour savoir quelles seront nos missions plus à long terme. Donc, c'est mon travail. Et la façon que je suis arrivé dans le mouvement, c'est juste du bouche à oreille quand le mouvement commençait tout juste, que c'était une poignée de personnes. Je suis allé les rejoindre, puis j'ai discuté avec les personnes qui ont parti le mouvement, puis depuis ce temps-là, j'étais avec eux, puis je les aide, puis je fais ce que je peux. Ouais. Quelle implication cela demande d'être à l'image d'un tel mouvement? À l'image d'un tel mouvement, c'est quand même pas mal d'implications en fait, parce qu'on essaie d'être cohérent en fait avec le mouvement. Donc soi-même, ça demande d'avoir une habitude de vie assez écologique, mais l'implication que le mouvement demande est assez immense parce que c'est un jeune mouvement qui grandit super vite et parce que c'est un jeune mouvement qui grandit vite, on a de la difficulté à fournir en efforts, donc c'est beaucoup des mêmes personnes qui font énormément de travail. Ils font très bien, c'est juste que c'est beaucoup sur peu de gens. Quand le mouvement va être un peu plus vieux, on va avoir plus de gens qui vont pouvoir nous aider, mais pour l'instant, c'est plusieurs heures par jour, à tous les jours, pas de congé. Puis c'est constamment être mentalement présent, en fait, parce qu'on passe notre temps à répondre à des questions sur les différentes plateformes numériques sur lesquelles on travaille. Donc, c'est énormément de travail, surtout avec des cours à côté, un travail à côté, une vie sociale à côté. Je dirais que c'est beaucoup, mais c'est très excitant, c'est très amusant, c'est chouette, en fait. C'est vraiment chouette. Ouais. Quelles sont les revendications de La Planète s'invite à l'université? Revendications. C'est des jeunes revendications dans le sens que c'est des revendications évidentes, mais après le 15 mars, on a l'intention de développer un peu notre discours. Donc, notre première revendication, c'est celle d'établir une sorte de programme d'éducation en dialogue avec le gouvernement. Donc, que le gouvernement développe un programme d'éducation à l'environnement chez les jeunes, les moins jeunes, que la question environnementale soit connue et comprise par le plus de gens possible. Et ce programme-là doit être développé en présence des jeunes. Ça ne peut pas être juste un groupe de ministres qui s'en occupent. On veut que ça soit
développée en dialogue avec les jeunes. La deuxième, c'est la plus évidente, c'est celle de réduire la production de gaz à effet de serre, suivant les recommandations du rapport du GIEC qui est sorti l'année dernière, ce qui veut dire une réduction de 45% d'ici 2035 et de 100% d'ici 2050. Donc ça, c'est la plus importante parce que c'est elle qui impacte le plus de gens à travers le monde. Puis la troisième, parce qu'on est des membres de l'université, ou en tout cas des études supérieures, on réclame aux universités de retirer toute subvention, toute subvention dans les énergies fossiles. Faut savoir que pour la plupart des universités, pas les universités du Québec, mais les autres universités, il y a énormément d'argent qui est investi dans l'énergie fossile, les sables bitumineux, l'Université de Montréal. Les chiffres sont pas officiels, mais selon les sources, ça serait à la hauteur de 130 millions de dollars qui est investi dans l'énergie fossile. L'argent qui, en partie, est payé par les étudiants par leurs frais de scolarité. Donc ça serait les trois revendications. Mais on cherche à aller un peu plus loin, mais ça, c'est un peu difficile pour l'instant d'en discuter. Pourquoi il faut participer à la grève selon toi? Bien, la grève du 15 mars, c'est une grève préliminaire. C'est une grève qui est en elle-même mobilisatrice. Le 15 mars, c'est pas là. Même s'il y a 1 million de personnes qui se présentent dans les rues le 15 mars, c'est pas là que la victoire va se faire, en fait. Le 15 mars, c'est là pour créer une onde de choc, avertir la population du Québec et le plus de gens possible, en fait, qu'on s'en vient, qu'on va faire une escalade de moyens de pression, puis que de plus en plus, on va faire pression sur les gouvernements et les différentes institutions décisionnelles, dont les universités. Donc, le 15 mars, c'est pour aller chercher le plus de gens possible et leur dire si vous voulez que les choses changent pour vrai, si vous voulez si vous voulez comme vous impliquer dans la mission pour sauver la planète, en fait, c'est le moment ou jamais. Puis c'est là que ça se passe, en fait. Donc, je pense que le 15 mars, c'est surtout ça l'idée. Le 27 septembre, la grève du 27 septembre s'inscrit juste avant les élections fédérales. Donc là, déjà là, on va être rendu ailleurs dans notre façon de faire. Donc, la première grève, c'est une grève mobilisatrice. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Quels sont les objectifs du mouvement? Bien, honnêtement, ça va tellement bien en ce moment. C'est pas dans le sens je suis super optimiste, mais ça va vraiment bien. On est en ce moment 75 000 qui ont voté. Si on est capable d'aller chercher 90 000, moi, je suis vraiment content. Je sais pas encore. Mais ce qu'on veut, c'est qu'une fois que la grève du 15 soit faite, on est au-delà de ça. Parce que 90 000, c'est énorme, c'est beaucoup de cégeps, mais il y a encore beaucoup de cégeps qui n'ont même pas, tenu d'assemblée générale de grève. Puis il y a beaucoup d'associations étudiantes dans les universités qui n'en ont pas tenu non plus d'assemblée générale de grève. Donc, le bassin étudiant, qui est beaucoup plus large que de 100 000 étudiants, je me souviens pas c'est quoi, on est au-dessus de 300 000, n'est pas encore comme présent. La majorité du bassin est encore à convaincre. Donc, c'est sûr que le 15 mars, la mission, c'est d'aller chercher ce bassin-là. Mais aussi, à partir du 15 mars, on veut aller plus large que juste les étudiants. Parce que les étudiants, c'est une frange du mouvement environnementaliste. C'est une frange qui est capable d'aller chercher les médias, qui est capable d'aller chercher l'attention, mais c'est pas la seule. Il y a, au niveau des syndicats, au niveau des municipalités, au niveau de l'action citoyenne, il y a beaucoup de travail à faire aussi, et il y a beaucoup de travail qui s'est déjà fait et qui continue à se faire. Et notre but, dès le 15 mars, c'est d'attirer l'attention vers tout ce travail-là et de voir celui qui est à faire encore et de motiver les gens pour accomplir ce travail-là. Que dirais-tu aux climato-sceptiques? Ça dépend du climato-sceptique. Il y a Uber Reeves qui dit, le scientifique, qui dit que quelque part on est tous un peu climato-sceptiques parce qu'on continue tous à agir de façon irresponsable, même les plus engagés d'entre nous. Moi, je suis loin d'être parfait. On a tous des choses à améliorer au niveau de l'environnement. Donc,
de pas voir la lutte comme un sacrifice, comme une perte de bien-être, mais comme la condition de possibilité pour une vie qui va une vie qui va de soi, une vie qui nous offre les possibilités elle-même de véritablement être bien avec nous-mêmes. Donc, pour moi, ce type de message-là s'adresse à la majorité des gens, la majorité des climato-sceptiques alors, ceux qui n'agissent pas par manque d'information, mais peut-être par peur, par culpabilité, par angoisse, par anxiété. Ces gens-là, je les comprends beaucoup trop bien. À eux, je leur demande juste de s'ouvrir un peu puis de voir le bien que cette lutte-là peut leur apporter. Aux autres climato-sceptiques, les vrais, ceux qui refusent la réalité scientifique, je peux pas leur demander grand-chose parce qu'ils m'écouteront pas. Je peux juste leur souhaiter de l'ouverture d'esprit. Je peux juste leur souhaiter de comprendre que la réalité va au-delà de leur perception et de leur réalité à eux, qui ne va pas plus loin que leur nez, que c'est pas parce que eux vivent une certaine chose que c'est pareil partout. Donc, à eux, je peux juste leur souhaiter de l'ouverture. Mais je peux pas leur demander rien parce que je m'attends pas à de l'écoute. Qu'est-ce qui te rend le plus anxieux face à l'avenir? Bon, je sais pas si je peux y aller avec des événements particuliers ou honnêtement, dernièrement, il y a l'histoire du glacier Thwaites, qu'on appelle, qui est aussi gros que la Floride, qui représente à lui seul une montée des eaux de 65 cm partout à travers le monde, qui menace de tomber dans l'océan dans les prochaines décennies si c'est pas plus près. C'est sûr que la disparition des insectes, qui signifie un énorme déséquilibre de tout écosystème à travers le monde. Mais c'est aussi énormément ce que vont subir les réfugiés climatiques, les gens un peu partout à travers le monde qui commencent déjà à ressentir les méfaits de la crise environnementale. Ici au Québec, on est chanceux parce qu'on fait juste ressentir quelques canicules, quelques froids extrêmes, mais partout à travers le monde, la montée des eaux affecte énormément de gens, les glissements de terrain, les sécheresses, ça nourrit l'instabilité politique, l'instabilité sociale, ça nourrit les conflits, les guerres. Ça, c'est une vraie source d'angoisse parce que ça, c'est tout à fait réel. J'essaie de plus me concentrer là-dessus parce que si je fais juste me concentrer sur la fin du monde, qui est une chose qui n'est pas encore réelle, qui peut être revenue mais qui n'est pas encore réelle, c'est de l'anxiété perdue un peu. Mais si on se concentre sur les véritables choses sur lesquelles on peut avoir des impacts, cette anxiété-là, même si elle est souffrante, peut être source de productivité. Donc, ouais. Veux-tu dire un dernier mot aux étudiants? Bien, je comprends très bien que les étudiants n'aient pas envie de sacrifier comme leurs études ou une partie, un moment de leur vie. Mais tout ça devient un peu absurde, ces questionnements-là. Aussi légitimes qu'ils sont, ils deviennent absurdes quand on essaie de les inscrire dans une vue plus à long terme, où justement la situation future est celle où ce que la société actuelle ne se ressemblera pas parce que va s'effondrer un peu. Et donc, toute formation, tout travail qu'on fait en ce moment sera peut-être caduque. Moi, en philosophie, honnêtement, je ne sais pas à quoi je vais servir dans une société où l'état de droit n'aura plus sa force, où la société actuelle va être démolie. Peut-être que là, à ce moment-là, les réflexions plus qu'on va appeler le travail plus libéral là, qu'on va appeler, mais je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas, plus intellectuel ou quoi que ce soit, va avoir une autre utilité, disons, que celle à laquelle on est habitué. Donc, pour les étudiants, je leur demande juste de faire le pour et le contre, de calculer ce que de sauver quelques journées, mois, années de leur vie actuelle vaut le coup versus ce qui s'en vient. Moi, j'ai fait mon choix, en tout cas.